Et coucou, c'est parti pour la vidéo sur le trouble panique. Alors du coup la vidéo elle est totalement improvisée, j'ai laissé tomber l'idée du script, ça passait pas trop. Donc je vais essayer de me débrouiller avec moi-même et puis on verra s'il y a quelque chose à en tirer ou pas. Ça va être une vidéo pas hyper bien structurée, mais globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on parle du trouble panique, c'est qu'en fait on fait des attaques de panique à répétition, donc plusieurs dans un mois, hein, ça peut être une par semaine, ça peut être même plus que ça. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on entre dans un cercle vicieux à partir du moment où on a fait une première attaque de panique, qui va s'en suivre des suivantes, et que en fait, ce qui va être complètement déroutant la plupart du temps, c'est qu'elles ne vont pas être reliées à des situations immédiates. C'est-à-dire que vous pouvez être tranquille comme ça chez vous, sur votre canapé, en train de regarder la télé. Hein, voilà, c'est pas le truc le plus stressant du monde en apparence, et pourtant, une attaque de panique survient à ce moment-là. Et en fait, ça va être terrible parce que du coup, on va alimenter... voilà, il va y avoir plusieurs processus. La première, c'est un processus mental, ça va être au niveau de nos pensées. Le fait qu'on ne comprend pas ce qui se passe, on va analyser la situation comme grave. Et on va avoir beaucoup de pensées du style je fais un infarctus, je fais une crise cardiaque, un AVC, je fais une crise d'asthme, je m'étouffe, j'ai plus d'air. Ça va être comme ça, une hypervigilance qui va se porter sur le corps. Alors, je dis que en apparence, il n'y a pas de lien avec la situation. Parfois, en creusant, on peut se rendre compte qu'il y avait un lien. Ça peut être par exemple une personne qui a un fou rire et qu'après le fou rire, elle va se rendre compte que son cœur bat très très vite et que la tête qui tourne. Et donc voilà, ces deux symptômes vont déclencher une attaque de panique. On va se dire, mais c'est pas normal qu'un fou rire, ça déclenche une attaque de panique, c'est pas stressant un fou rire. Oui, mais ce qui se passe, c'est qu'il y a, comme il y a eu une attaque de panique où la personne avait eu des vertiges puis le cœur qui bat, le simple fait que ces deux symptômes se manifestent, le cerveau va les interpréter comme quelque chose de dangereux alors que ce n'était pas le cas avant qu'il y ait ce premier épisode. C'est pour ça que du coup, on se rend directement compte que cette observation de son corps va être dysfonctionnel au niveau des pensées et qu'il va y avoir tout un tas de pensées, des pensées de mort, des pensées de perdre le contrôle, de devenir fou, de plus se reconnaître, et tout ça en fait ça va rendre les crises de plus en plus fréquentes et de plus en plus insupportables. Enfin, après peut-être pas nécessairement généralement la croissance d'une pas plus insupportable, la crise d'angoisse elle survient de manière inattendue et de l'angoisse elle est constante, c'est-à-dire très haute tout le temps, en fait. Bon, c'est pas très rassurant dit comme ça. Mais bref, du coup, il y a vraiment deux facteurs qui sont importants à prendre en compte. C'est-à-dire que, du coup, on va se référer comme ça un petit peu à tout ce qui peut provoquer une attaque de panique dans l'espoir de la maîtriser. Et c'est ça qui va construire ce cercle vicieux et qui va enfermer la personne dans le trouble panique, qui va faire que les crises d'angoisse vont arriver de plus en plus. C'est-à-dire qu'en fait, chaque événement va être interprété de manière anxiogène, chaque sensation physique, et en fait, c'est les pensées qui vont être dysfonctionnelles. Donc, c'est des pensées intrusives, et qu'est-ce que ça veut dire? C'est des pensées qui s'imposent à nous sans qu'on ait de réflexion. Ces pensées-là, elles vont induire un doute, par exemple. Attends, c'est pas normal cette pointe que j'ai dans le ventre, je suis peut-être en train d'avoir un problème de santé grave. Et là, du coup, mais pourtant, aux urgences, ils m'ont dit que c'était rien. Peut-être ils se sont trompés, ils sont passés à côté, j'ai peut-être quelque chose de très rare. Et en fait, c'est cette alimentation-là. Hop, on rentre dans le cercle vicieux. Non, là, j'aime bien dire au patient, oui, ça y est, là, il y a le hamster qui rentre et qui va faire de la roue pendant 2-3 heures. Et en fait, c'est ça. Et c'est ces pensées-là qui sont anxiogènes. Donc, du coup, il y a des personnes qui ont très, très bien compris que c'est leurs pensées en fait qui les angoissent et que l'angoisse on le ressent sur le corps, donc c'est physiologique, mais c'est des symptômes physiologiques qui renvoient, je vais m'embrouiller là, je vais jamais réussir à finir cette phrase, oh, mon dieu, non mais c'est bien que je m'entraîne aussi parce que des fois mes pauvres patients j'ai l'impression de leur faire des nœuds dans le cerveau parce que c'est moi qui suis pas claire, donc il faut vraiment que je travaille ça aussi dans tous les cas. Ouais, donc du coup, voilà, je disais que c'est un peu ce truc de ces pensées-là où on se fait embarquer dans ces pensées de doute, et ce qui est totalement humain. Donc souvent, en fait, ce qui se passe, c'est aussi que la personne elle va culpabiliser de tout ça. Et ça, ben non, en fait, parce que, enfin non. Facile de dire non, ne culpabilisez plus. Mais j'y viens après dans le point suivant, parce que tout ça, c'est extrêmement
les frontières sont tellement fines à expliquer que finalement on ne sait plus ce qui va faire du bien et ce qui va faire du mal. Et c'est ça qui est hyper important de clarifier, quoi. Donc c'est pour ça que faire une vidéo très courte sur le sujet, je me dis, sans la préparer, tu vas embrouiller les gens plus qu'autre chose. Donc bon, j'essaye de reprendre un petit peu. On a des pensées comme ça qui vont alimenter la peur de mourir. On peut imaginer le pire scénario et de se dire, ok, mais et qu'est-ce qui se passe ensuite? Qu'est-ce qui se passe ensuite? Si je vais à tel endroit et que j'ai tel truc, est-ce que les gens vont me secourir? Est-ce que ceci? Bon, parce qu'après, bon, bref, non, je vais pas parler de l'agoraphobie maintenant, ça va vraiment foutre le bordel. Bref, l'idée, c'est de comprendre que nos pensées ne sont pas nécessairement vraies. C'est pas des vérités absolues, c'est des doutes, c'est des questionnements qu'on se pose. Quand on essaye de chercher à avoir un contrôle sur son corps, sur quelque chose de physiologique, c'est là que ça va devenir quelque chose de potentiellement pathologique en fait. Parce que tout au long de notre vie, on n'a pas essayé de contrôler sa respiration, on n'a pas essayé de contrôler son rythme cardiaque, on n'a pas à chaque fois été dans cet état d'hypervigilance. Du coup, souvent les personnes culpabilisent que ça soit arrivé maintenant et qu'elles se retrouvent enfermées dans une situation. Mais c'est pas leur faute. C'est ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est le cerveau qui fait ça, qui envoie ces pensées de panique. On ne peut pas les contrôler, ces pensées-là. On ne peut pas les contrôler parce que souvent, du coup, c'est ce que des personnes font. Elles se rendent compte que non, elles ont compris que c'était des crises d'angoisse, des attaques de panique et que c'est pas la peine de fixer là-dessus. Donc elles vont se dire, il faut pas que j'angoisse, il faut pas que j'angoisse et elles vont essayer de se battre comme ça. Et en fait, ça va alimenter évidemment pareil le processus. Et ça, encore une fois, bien sûr qu'on essaye de contrôler, mais contrôler, c'est pas se battre contre en fait. C'est pas un combat. C'est quelque chose de la peur. Tu peux pas taper ta peur. Même si ça serait cool, ça ne peut pas marcher. On prend souvent l'exemple de la vague. L'idée, c'est d'apprendre à surfer dessus. C'est pas d'être plus fort, quoi. Il y a plein de situations où on n'aura pas le dessus. Et le trouble panique, c'est vraiment clairement une situation où tu peux pas avoir le dessus, sur le contrôle là-dessus. Donc l'idée, c'est d'apprendre à pouvoir lâcher prise. C'est très très dur à faire, mais vraiment ça s'apprend. Et la première des choses, c'est d'apprendre à savoir que les pensées sont juste des pensées, que c'est des suites de mots. Il y a des techniques de diffusion cognitive pour apprendre justement à prendre du recul et à pas aller se justifier auprès de soi-même ou essayer de se rassurer en trouvant plein de stratégies. Et ça, on y vient, ça marche un petit peu aussi comme dans le TOC, ce fait de vérifier comment on se sent, ça peut être vérifier, prendre son pouls, ça peut être contrôler sa température, enfin j'en sais rien, 1 milliard de choses possibles en fait. Tout ça, ça va alimenter cette hypervigilance en fait. L'idée, ça va être d'essayer de redonner à son corps le fait de dire, ben ouais, mon rythme cardiaque, il sait faire ça tout seul, quoi. Voilà. Et en fait, aussi de pouvoir comprendre en fait et de faire du lien que quand on a tendance à hyperventiler, bon ça va être pour... Voilà, on va pouvoir faire un travail, mais ça je voulais le dire du coup dans la vidéo ensuite de comment on fait. Là, je voulais juste présenter qu'au départ, il y a une peur des symptômes physiologiques. Ensuite, il y a une peur des situations anxiogènes. Des situations qui deviennent anxiogènes parce qu'il y a eu une crise d'angoisse de fait. Donc ça peut être, c'est là que peut intervenir par exemple l'agoraphobie, c'est-à-dire la peur de faire une crise d'angoisse dans un endroit où on ne va pas pouvoir être secouru, donc au milieu d'une foule, dans un endroit inaccessible aux autres, quoi, dans la nature, quelque chose comme ça, dans un ascenseur, bon ça peut être comme ça dans différents endroits, mais ça peut être aussi au travail, en voiture tout simplement, chez des amis, la peur de faire une crise d'angoisse devant ses amis, d'avoir honte. Bon, voilà, tout ça, ça se travaille. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que du coup, soit on essaye de contrôler en fait ces crises et on les empire, soit on essaye d'éviter toutes les situations où les crises d'angoisse se produisent. Il y a même des personnes qui peuvent éviter de s'installer sur leur canapé et qui choisissent un autre endroit dans leur maison parce qu'elles ont fait des crises d'angoisse sur le canapé. Donc le canapé en fait devient un élément déclencheur d'une crise d'angoisse. Donc en fait, ça peut fonctionner, et c'est vraiment d'ailleurs justement le problème, c'est que l'évitement fonctionne bien. Et on a tous tendance, pas que dans le trouble panique, mais dans toutes les situations de la vie, à éviter ce qui nous fait peur et pour se rassurer et se soulager émotionnellement. Et on le sait que c'est quelque chose qui fonctionne bien, mais à court terme. Parce qu'évidemment, une fois qu'on a évité de se confronter à quelque chose qui nous faisait peur, on se sent rassuré, donc on a l'impression que ça a fonctionné. C'est pas qu'une impression, mais du coup, la fois suivante, ça devient encore plus difficile. Le niveau d'anxiété ne fait que monter.
Alors soit c'est des situations qui ne sont pas indispensables à notre vie et dont on peut totalement se passer. Je peux penser par exemple à quelqu'un qui aurait fait une attaque de panique en haut d'une falaise. Bon, c'est vrai que si c'est quelqu'un qui est passionné de randonnée, ça peut être dommage parce que du coup ça va le priver d'un grand plaisir. Par contre, si c'est quelqu'un qui s'en fiche totalement d'aller dans des endroits où il va être confronté au vide et qu'il n'y est pas confronté dans sa vie, ça va pas être nécessaire d'aller se désensibiliser à la peur du vide. Et on peut rester avec des évitements. C'est vrai que c'est une histoire quand même de choix et ça peut être assez philosophique. On n'est pas obligé de se débarrasser de toutes les choses qui nous font peur. Que ce soit les araignées, les serpents, je sais pas. Moi par exemple, j'ai pas éprouvé le besoin de me désensibiliser à la peur des araignées parce qu'il y en a peu. Je me suis désensibilisée pour les araignées qu'il peut y avoir chez moi, mais vu qu'elles sont pas très très énormes, c'est quelque chose que je peux totalement gérer. Bref. Voilà, maintenant, le jour où je vais vivre dans un pays où il y a des araignées partout, je pense qu'il faudra que oui, je fasse un travail là-dessus parce que sinon ça va être compliqué à gérer et je risque de rentrer dans ce processus d'évitement. Voilà, donc ça c'était un petit peu l'exemple, encore une fois pas très préparé, pour schématiser comment ça se passe au niveau des évitements. Donc ces évitements-là, évidemment, ils conduisent à une qualité de vie moindre, puisque finalement la personne elle va s'enfermer et elle va plus pouvoir être en cohérence avec ses valeurs, avec ce qui est important pour elle, ça va inhiber toutes les actions. Et c'est vrai que tout le monde n'arrête pas de le répéter, que c'est de faire des actions qui va donner confiance en soi, qui va donner une qualité de vie satisfaisante et qui va faire qu'on va pouvoir se sentir bien en fait. Non, il y a tout un tas de souffrances qui va être induite par le fait que quelque part on s'interdit de plus en plus de choses et on ne peut plus apprécier les choses simples de la vie parce qu'on est terrorisé par la peur. À côté de ça, ça peut avoir un impact sur l'entourage qui peut se montrer parfois un petit peu cinglant, un peu comme dans la dépression avec les fameux bouche-ton-cul. Ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les consultations. Des proches qui ne comprennent pas de voir la personne s'enfermer. Alors soit qu'ils vont avoir une attitude rassurante et qui vont augmenter les évitements, soit qu'ils vont avoir une attitude culpabilisante et qui vont augmenter la baisse de l'estime de soi, voire la dépression derrière. Donc finalement c'est très très difficile aussi pour les aidants et donc ça je tiens aussi à déculpabiliser des personnes qui pourraient regarder cette vidéo et qui sont en contact avec des personnes qui ont un trouble panique. Vous n'avez pas spécialement fait des études et vous savez peut-être pas ce qu'est un trouble panique pour savoir comment accompagner les personnes et c'est vrai que c'est difficile. Le truc de leur dire de pas y penser, ça va pas fonctionner, de faire comme si c'était pas là non plus. L'idée c'est de pouvoir vraiment les encourager quand ils vont réussir à faire quelque chose qu'ils ont peur. Voilà, donc ça c'est vraiment dans la vidéo suivante où je vais expliquer ce qu'on peut faire, mais par exemple quelqu'un qui a peur d'aller, je sais pas, au cinéma avec des amis, eh bien l'idée ça va être de valoriser le fait qu'elle ait été au cinéma avec des amis, qu'elle ait rien compris au film parce qu'elle avait peur, parce qu'elle a fait une crise d'angoisse et que du coup finalement elle n'a pas apprécié son film. Eh bien c'est secondaire. L'idée ça va être qu'elle culpabilise pas de ça, mais vraiment de valoriser que c'était sa première étape. Sa première étape ça a été d'aller au cinéma. Et c'était ça l'objectif est rempli. Le reste c'est pas grave. Le plaisir ça reviendra quand la peur aura diminué. Et pour que la peur diminue, il faut réussir à pouvoir mettre en place des actions qui vont être importantes pour la personne. Donc du coup on peut aussi, mais ça du coup c'est encore dans l'autre vidéo. Donc bref, l'idée... globalement, je le dis pour la vidéo suivante, c'est qu'on a vu que les problèmes en fait de troubles paniques se situent à 3 niveaux. Le premier, c'est les ruminations, donc toutes les pensées qui vont nous entraîner dans quelque chose de terriblement anxiogène. Donc on peut vraiment rééduquer ne serait-ce qu'en les écrivant, en les repérant et juste en prenant conscience qu'on va être dans un processus qui va nous enfermer dans quelque chose de très anxiogène. Ça va avoir vraiment pour but de réduire la survenue des crises d'angoisse et aussi quand même leur intensité quand elles sont là, parce que ça va être le travail qu'il va falloir faire pendant qu'elles surviennent, en plus de techniques de respiration. Le deuxième endroit où ça pose des difficultés dans le trouble panique, du coup, c'est toutes les sensations corporelles. Donc les sensations corporelles, on peut les désensibiliser en thérapie et juste pouvoir, quand on a des pensées comme ça qui sont liées à ces sensations-là, remettre dans le contexte que non, les vertiges c'est de l'hyperventilation, la tachycardie c'est du stress ou c'est parce qu'on fait une activité physique, etc. etc.
Pareil pour, oui, le stress, voilà, les douleurs dans les jambes, les paresthésies, ce genre de choses-là, oui, c'est un afflux de sang dans les jambes pour prendre la fuite ou un afflux dans les bras pour se combattre. En gros, c'est ça. Et du coup, donc ça c'était le deuxième critère. Et le troisième critère, c'est du coup l'évitement qui, à court terme, semble fonctionner, mais qui enferme la personne dans un cercle vicieux, dans la mesure où ces évitements vont rendre la vie tout simplement impossible. Voilà. Et que finalement, quand le problème n'est pas réglé, il s'auto-alimente, quoi. Et que finalement on arrive à faire des liens. Alors même moi en le disant, j'aime pas le dire parce que j'ai peur que ça rajoute des fois, que ça donne aux personnes qui n'y auraient pas pensé des idées supplémentaires pour faire une attaque de panique. Mais bon, j'en donne un seul, je reprends l'exemple du canapé tout à l'heure. Eh bien, si on fait une attaque de panique sur son canapé, pourquoi est-ce que ça ne serait pas sur tous les autres canapés? Et c'est voilà, et c'est ce piège-là que du coup ça devient vraiment de plus en plus compliqué de pouvoir éviter tout ça. Et qu'en fait, on le voit bien que dans ce mécanisme-là, on est dans de la lutte, on est dans le j'analyse ce qui fait. Mais comme dans vraiment beaucoup de trucs, je me dis ça, j'ai l'impression de faire une vidéo sur le TOC ou une vidéo sur la dépression. Sur le TOC, c'est ok, si je nettoie pas cette poignée, mais il va y avoir ça. Dans la dépression, ça va être, oui, ben regarde, j'ai voulu aller à tel endroit, je me suis fait chier, j'ai pris aucun plaisir. Oui, l'idée c'est de réussir à prendre le truc à l'envers parce que à chaque fois on l'amplifie. Et c'est vrai que c'est pas un travail facile, c'est pour ça que ça nécessite d'être accompagné. Et du coup, je ne sais pas trop comment je vais faire la vidéo suivante. Bon, il y aura des redondances avec ça. L'idée, c'est ça. C'est que le trouble panique, c'est vraiment ce qu'on appelle la peur d'avoir peur. C'est le fait d'organiser sa vie finalement autour de cette angoisse et que plus on essaye de la combattre et que plus on est pris au piège là-dedans en fait. Voilà, donc l'idée ça va être de travailler à la fois ses pensées, ses sensations corporelles et ses actions en fait, qu'on puisse retrouver une vie qui nous apporte du bien-être et du plaisir. Bon, et bien merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et puis on se retrouve dans la prochaine pour parler de comment sortir du trouble panique. C'est parti, ciao ciao!